Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour un nouvel épisode de l'émission Taïwan dans toute sa diversité. Nous sommes à quelques jours de Qingming-Jie qui rappelle un peu la Toussaint en France puisqu'il s'agit dans la culture chinoise d'une période de l'année où l'on se rend sur les tombes de ses ancêtres pour les entretenir et faire des offrandes. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour reprendre la série que j'avais commencée en automne sur les liens entre les défunts et les vivants. Aujourd'hui, nous serons aux côtés de deux chercheurs, l'un français, l'autre allemand, Johann Goudin et Oliver Streiter, qui m'ont donné l'idée de réaliser cette série. Johann Goudin, que vous connaissez bien sur RTI, car nous l'avons interviewé notamment sur le mandarin et le taïwanais, est didacticien et anthropologue et enseigne actuellement à l'université Lyon 3. Oliver Streiter a étudié la psychologie, la psycholinguistique et la linguistique computationnelle. Il mène actuellement des projets en humanité numérique, notamment le projet Takbong, sur lequel il travaille depuis 2007 avec Johann Goudin, notamment à Taïwan, mais aussi dans d'autres pays de la région. Takbong signifie en taïwanais « lire les tombes ». L'objectif est de digitaliser les cimetières taïwanais. En 12 ans, ce projet rassemblait déjà de la documentation sur 80 000 tombes de plus de 600 cimetières à Taïwan et encore davantage actuellement. C'est donc une base de données impressionnante et une course contre la montre aussi, parce qu'à Taïwan, les cimetières disparaissent à grande vitesse. Nous en reparlerons dans un prochain épisode. Cette recherche au long cours permet de montrer la grande diversité des cimetières taïwanais. Tous les cimetières sont différents, souligne d'ailleurs Oliver. En plus, les pierres tombales permettent de transmettre une identité liée à la langue, mais aussi aux coutumes locales, familiales et ethniques. Avant qu'Oliver et Johann n'expliquent la semaine prochaine la genèse de leur recherche, je vous propose tout d'abord d'aller sur le terrain avec eux dans les montagnes au nord de l'arrondissement de Neihu à Taipei. C'était l'été dernier, une matinée que nous ne sommes pas prêts d'oublier parce que nous nous sommes perdus sous une chaleur accablante. À Taïwan, les cimetières ne sont pas forcément bien indiqués sur Google Maps, car à l'exception de la période de Qingming-Jie, c'est plutôt des lieux que l'on évite, pour ne pas rencontrer de fantômes. Ce matin-là, nous avons pu observer quelques tombes et rien que cela permet de donner un petit aperçu de la diversité des tombes à Taïwan et donc en filigrane de la diversité des personnes qui habitent ou habitaient ici. Nous sommes tout d'abord allés voir une tombe isolée dans la forêt, la tombe de la famille Lu, comme l'indique le caractère mis en exergue sur l'auvent. Comme vous pourrez le voir sur les photos qui accompagnent cette émission sur le site de RTI, cette tombe est adossée à une colline, sur une parcelle de terrain arrondie en forme d'oméga. On écoute Oliver. Ce type de tombe s'appelle Bong Tzu. Bong is the tomb and Tzu is the house. Il y a les deux portes. La porte droite était pour les hommes, la gauche pour les femmes. Alors c'est une tombe de famille, mais sur la pierre tombale, il y a seulement le grand-père. Mais si on regarde dedans, là on voit au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être beaucoup plus. Ici, dans cette tombe, bien qu'il n'apparaisse que le nom de la première personne à avoir été enterrée, il y a à l'intérieur au moins 4 ou 5 urnes. Sur la pierre tombale, les dates sont notées grâce aux tiges célestes, liées à un cycle sexagésimal, ancien système de numérotation et de datation utilisé en astrologie et dans le feng shui, la géomancie. Il est bien sûr important que les tombes bénéficient d'un bon feng shui, qu'elles soient placées dans un endroit auspicieux. Et en réalité, les cimetières étaient souvent installés dans les meilleurs endroits, ce qui explique aussi en partie pourquoi les terrains des anciens cimetières sont aujourd'hui si prisés pour des projets immobiliers. Qu'est-ce qu'un endroit auspicieux ? Eh bien, dans les détails, je vous conseillerais d'aller demander à un maître de feng shui, mais on peut dire que dans l'idéal, l'essentiel est que la tombe ou le cimetière soit adossé à une petite colline et tourné vers un endroit où il y a de l'eau. Sur la pierre tombale, on peut trouver le nom de la première personne enterrée dans la tombe, le nom de ceux qui ont érigé la pierre tombale et parfois le nom des autres personnes qui sont dans la tombe, par exemple les enfants, à condition que la pierre tombale soit refaite au moment de leur enterrement. On peut aussi bien sûr y trouver des indications de date et sur le lieu d'origine de la famille. On écoute Johann pour déchiffrer tout cela sur cette tombe de la famille Lu. Lui, en fait, il a eu 5 fils. Donc en fait, c'est les cinq fils.
Normalement, toutes les urnes qui sont à l'intérieur sont en lien donc, avec ce premier porteur du nom. Et donc, ce qui est écrit sur les côtés, c'est Ting Tsu Tun Tsu Yen Bai Shi. C'est plutôt des signes de respect ou auspicieux. Tu vas avoir des rappels. Tu vois, par exemple, celui-là, il va se retrouver là. En fait, rien n'est posé au hasard sur la tombe, bien sûr, et tout est bien pesé, notamment le nombre de sinogrammes. On en reparlera peut-être. Mais ça se lit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc d'abord de droite à gauche et ensuite de haut en bas, en commençant par le milieu. Oui. Okay. Ces deux sinogrammes-là, qui sont en fait un toponyme, qui nous intéresse beaucoup dans le cadre de nos recherches, et qui va renvoyer à différentes origines, différents lieux, en sachant que ici, il s'agit d'un lieu mythique en Chine, d'où, supposément, le premier loup a commencé sa migration vers le sud jusqu'à arriver à Taïwan. Donc ce toponyme-là, c'est donc un lieu mythique, c'est le Tangra. Après, la référence à la migration familiale, la mémoire de la famille, le plus souvent donc, du Fujian ou du Guangdong, pour les gens qui sont venus de Chine avant l'arrivée des nationalistes, c'est les Chiquan. Et puis, depuis que les Japonais sont arrivés, mais probablement pas trop par ici, on le verra sans doute, eh bien, on a aussi une identification à Taïwan, au lieu où la tombe se situe, ou alors au lieu où le défunt résidait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à quelques pas de la tombe, il y a une petite maisonnette pour abriter le Tudikong, la divinité de la terre qui veille sur cet endroit. Selon Oliver, à Meinong, dans le sud de Taïwan, il y a des temples du Tudikong qui ressemblent à une tombe tellement ils sont grands. L'esplanade devant la tombe permet à la famille de faire des cérémonies et des offrandes de nourriture et en brûlant du papier-monnaie lors de Qingmingjie. La taille de l'esplanade est en lien avec l'importance des défunts dans la communauté. Plus l'esplanade est grande, plus les personnes dans la tombe avaient du pouvoir. Sur les côtés de l'esplanade, on remarque de petits trous. J'ai demandé à Olivier et Johan quelle en est la signification. C'est un trou pour que l'eau puisse quitter couler. La tombe. Ça a un sens pratique, parce qu'on ne peut pas avoir un lac ici, mais aussi ça signifie que toute la richesse, tout le pouvoir de l'énergie coule vers les générations 2, 3, 4, 5. En sachant qu'a priori, l'orientation du dieu du sol et du trou ne sont pas posées au hasard non plus. Oui, là il y a le feu, la terre et l'eau. Je ne suis vraiment pas à la fin de mes découvertes. Revenons à la pierre tombale. Oliver nous parle des couleurs des sinogrammes. Voilà, ici on voit les différentes périodes de tradition. Il y a une époque où ils ont utilisé le rouge, plutôt, mais non, c'est plutôt l'or. Le rouge et l'or, dans des contextes différents, a un sens différent. Par exemple, s'il y a une pierre tombale avec deux personnes, l'homme et la femme, et c'est l'un qui est mort d'abord, ils écrivent déjà toute la pierre tombale, et la personne qui est morte, le nom est écrit en or. Et la personne qui vit encore, le nom est écrit en rouge. Rouge signifie le sang et la vie qui est encore. D'accord. Et il y a d'autres endroits où on mélange deux couleurs, par exemple le rouge et le vert. Et dans ce cas aussi, le rouge veut dire ça vit encore. Par exemple, la ville d'origine est écrite en rouge parce qu'elle vit encore. Le nom de famille est écrit en rouge parce que la famille vit encore. Mais le prénom du compère, il est écrit en vert. Tu viens de dire que par exemple le nom de la femme, si elle est encore vivante, était écrit en rouge. Mais là par exemple, il y a que un nom. Ouais. Et du coup, pourquoi il n'y a pas tous les noms déjà de toutes les personnes qui sont dans la tombe Oui. J'imagine qu'il n'y a pas souvent le nom des femmes aussi. On trouve ça aussi avec tous les noms, surtout chez les Hakka. Là, on trouve une centaine de noms sur une pierre tombale. Ah oui, il peut y avoir autant de personnes dans la tombe. Mais ici, c'est plutôt cool. On met un nom et après, on peut mettre n'importe quel. D'accord. Aussi, l'expression à gauche qui fait référence aux fils et petits-fils. Mais ils ont ici une expression qui dit voilà. Et 5 fils. Oui. C'est aussi moins cher parce que pour le graveur. Parce qu'on paie par caractère. Et on suit par coup de téléphone, au lieu de dire
au téléphone les 50 noms des petits-fils Faut avec se tromper. quelle variante de Jing Zhang Zhong. Avec de l'eau, deux gouttes, trois gouttes, et ils se trompent. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Selon Oliver, bien qu'il y ait toujours des exceptions, en général, les noms des femmes apparaissent plutôt sur les tombes des Hakka et des Waishengren ou continentaux venus de Chine dans le sillage du régime nationaliste dans les années 1940-50. Les Taïwanais Panchengren ou Holo d'origine Minnan, qui sont arrivés sur l'île depuis la province d'en face, le Fujian, il y a environ 300 ou 400 ans, ont moins tendance à faire apparaître le nom des femmes sur les tombes, le plus important étant la transmission du nom de famille qui se fait par les hommes. Sur les pierres tombales des Taïwanais implantées depuis plusieurs siècles, le nombre de caractères n'est pas du tout laissé au hasard. Il y a aussi un aspect symbolique dans le nombre de caractères sur la pierre tombale, selon l'expression « Sheng Lao Bing Si Ku ». Sheng signifie naître, Lao signifie vieillir, Bing être malade, Si mourir et Ku souffrir. Comme Johan l'a indiqué tout à l'heure, une pierre tombale se lit de droite à gauche et de haut en bas, en commençant par le milieu. Et en plus de la lire, on peut compter les nombres de caractères comme ceci. Sheng Lao Bing Si Ku, Sheng Lao Bing Si Ku, Sheng Lao Bing Si Ku, etc. À la fin, il faut tomber sur Sheng naître ou Lao vieillir pour que la pierre tombale soit auspicieuse. Ici, nous avons fait le calcul et nous sommes tombés sur Sheng, donc ça marche. C'est aussi une manière de distinguer les holos, au moins des Waishengren, parce que les holos font ça et les Waishengren ne le font pas. Dans la formule Sheng Lao Bing Si Ku, on retrouve l'influence du bouddhisme puisque selon cette philosophie, la vie, qui est inexorablement constituée de la naissance, de la vieillesse, de la maladie puis de la mort, n'est que souffrance. Mais cette conception a été réinterprétée par le taoïsme et les croyances locales. Sheng Lao Bing Si Ku est devenue une sorte de formule. Et alors que dans le bouddhisme, chaque étape est une souffrance et a donc une connotation plutôt négative, ici, Sheng et Lao, naître et vieillir, ont une connotation positive. Après nous être perdus dans la forêt, nous sommes enfin tombés sur un cimetière, mais pas celui que nous cherchions. On ne va pas chipoter, d'autant plus que chaque cimetière est intéressant, bien sûr. Et là, voici que les tombes n'ont absolument rien à voir avec la précédente. C'est une nouvelle découverte. Ce qu'on voit ici, tout est plutôt carré. L'aréal de la tombe est carré, et la tombe elle-même est carrée, et les pierres tombales sont carrées. Et ça sont les Wai. Des Waishengren. Les Waishengren. Et du coup, là, en plus, il y a quand même une spécificité en plus, c'est qu'il y a une croix sur la tombe. Cette tombe, c'est la tombe de la famille Kong et elle contient 4 générations. La forme carrée de la tombe indique que ce sont des Waishengren, donc une famille arrivée dans les années 1940-50 quand le régime nationaliste s'est replié à Taïwan. Il y a clairement une variation de pratique Ouais. qui, statistiquement, est quand même corrélée à la rareté des noms de famille par rapport à la population taïwanaise générale, que l'on peut voir d'après les recensements qui ont été faits par les Japonais très tôt, vu que le premier recensement effectué par les Japonais, il n'a pas fait au Japon, une fois de plus c'était Taïwan le laboratoire, et ils l'ont fait en 1905. Et ils ont commencé les catégorisations qui étaient déjà celles préexistantes sous la dynastie des Qing, mais ils se sont aussi évidemment intéressés aux patronymes, ce qui permet de vraiment fixer dans l'espace les toponymes et les patronymes, surtout taïwanais, à Taïwan, aussitôt qu'au tout début du XIXe siècle de façon très précise. Pour des raisons fiscales et de contrôle colonial, mais après, pour nous, pour justement voir les patronymes qui étaient présents sur le territoire, à quel endroit, avant, à l'époque, en sachant que le nombre, la variation des patronymes a explosé à partir de 1945 et l'arrivée des réfugiés nationalistes à Taïwan après-guerre. C'est un moyen de voir une variation de pratique par rapport à des gens qui seraient d'origine chinoise ou alors d'origine taïwanaise de façon plus ancienne. Un autre indice qui montre que c'est une tombe Waishengren, c'est l'utilisation du calendrier de la République de Chine pour inscrire les dates sur la tombe. Monsieur Kong est né en 1932, donc il avait environ 17 ans quand il est arrivé à Taïwan, c'était probablement un jeune soldat. Comme indiqué tout à l'heure, sur les tombes des Waishengren, on trouve souvent le nom des femmes.
Et là, il y en a, car sur la pierre tombale est écrit Zapo, ce qui signifie fille en taïwanais. Il y a donc une forte probabilité que ce Wei Shengzhen ait été marié à une Pen Shengzhen. Maintenant, comptons les Sheng Lao Bing Si Ku. Sheng Lao Bing Si Ku, Sheng Lao Bing Si Ku, Sheng Lao Bing Si. Oh. Pour un Taïwanais Pen Shengzhen, ce serait inconcevable de tomber sur Si, la mort, quand on compte les sinogrammes sur la pierre tombale. Mais pour les Wei Shengzhen, pas de problème. Mais alors, comment font les graveurs de pierre tombale à Taïwan s'il y a des traditions différentes ? Eh bien, un graveur, quand il reçoit un coup de téléphone, il vous demande d'abord de quelle origine vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt Hakka, Wei Shengzhen, aborigène ou encore Pen Shengzhen, Holo ? Et pendant que vous parlez, il commence déjà à organiser les caractères, m'a raconté Oliver. Quant à ce qui se trouve dans la tombe, c'est aussi différent en fonction des familles Pen Shengzhen ou Wei Shengzhen. Chez les Pen Shengzhen, il y a un second enterrement lors duquel les ossements sont disposés dans une urne. Mais cela ne se passe pas comme ça chez les Wei Shengzhen. Il n'y a pas un deuxième enterrement et il y a le cercueil là-dedans. Mais le cercueil n'est pas dans la terre, c'est un garage souterrain qui ne touche pas la terre. Il y a des poutres, alors le cercueil est mis sur 2 poutres pour ne pas toucher la terre voilà, c'est conservé là-dedans. Et pourquoi il ne faut pas toucher la terre ? Parce que la terre est en Chine, leur terre est en Chine. C'est l'idée, ou probablement l'idée, ou c'est devenu une coutume. J'espère qu'un jour ils vont être enterrés à la maison, chez eux. Pour la première génération de Wei Shengzhen, venue relativement tardivement à Taïwan, l'objectif était de pouvoir être un jour enterrés en Chine sur la terre de leurs ancêtres. Mais alors, ce qui m'a étonné sur cette tombe, c'est qu'il n'y a apparemment pas de référence au lieu d'origine en Chine. C'est là qu'Oliver m'indique que sur les tombes de chrétiens à Taïwan, on nommait parfois le lieu d'origine de la famille. Il y a aussi des variations bien sûr entre le nord et le sud de Taïwan. Mais poursuivons notre aventure. Et alors là, franchement, je n'en croyais presque pas mes yeux. Nous sommes tombés sur une tombe incroyable. Plus qu'une tombe, on aurait dit un mausolée. Non seulement la taille était énorme, mais le style était aussi inhabituel. On se serait cru en Thaïlande. Si vous ne me croyez pas, allez voir les photos sur la page internet de cette émission. Cette immense tombe a un toit en forme galbée, si typique des toits de pagode en Asie du Sud-Est. Mais nous sommes à Taïwan, non ? Les 2 statues de lion à l'entrée et les sinogrammes sur les pierres tombales me semblaient être les 2 seuls liens avec Taïwan. Johan et Oliver ont peu à peu déchiffré les pierres tombales. Il s'agit de Lin Guochang, un riche chinois de Thaïlande qui est venu à Taïwan dans le sillage du régime nationaliste et qui a été l'un des principaux ponts avec les hommes d'affaires en Asie du Sud-Est. Sa naissance est indiquée par dynastie Qing, ère de l'empereur Guangxu, qui a régné entre 1875 et 1908. Le nom d'un de ses fils est entouré, cela signifie qu'il était décédé avant le père, indique Oliver. De chaque côté de la pierre tombale de Lin Guochang se trouvent les pierres tombales de 2 femmes, avec leurs photos. Elles sont nées à peu près à la même époque, entre 1908 et 1920. Le fait qu'elles soient toutes enterrées aux côtés de Lin Guochang montre qu'il avait probablement 4 épouses ou concubines. La date de naissance de l'une d'entre elles fait référence à avant la République de Chine, Ming Tian. C'est peut-être une femme Pen Shengzhen, mais elle ne pouvait pas noter sa date de naissance en faisant référence à la période de la colonisation japonaise, sachant les sentiments hostiles du parti nationaliste à l'égard des Japonais. C'est donc peut-être pour cela que cette formulation a été choisie. Et savez-vous qui a érigé et donc signé la pierre tombale de Lin Guochang ? Eh bien, c'est Yan Jiagan, le président de la République de Chine, entre 1975 et 1978, qui a succédé à Chiang Kai-shek et a précédé Jiang Jingguo. Rien que ça. Les descendants de Lin Guochang ont par ailleurs financé une plaque funéraire en forme de livre ouvert dans laquelle on peut lire toute son histoire. Nous pourrions continuer comme ça sans fin, car grâce aux indications d'Oliver et de Johan, déambuler dans un cimetière à Taïwan est soudainement devenu comme un jeu de piste. On essaye de trouver des indices qui permettent de resituer l'origine des défunts. En tout cas, vous voyez qu'à travers ces 3 tombes, on a déjà 3 profils totalement différents.
Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous mercredi prochain pour continuer la discussion avec Johan et Oliver, notamment sur la genèse du projet Takbong et sur leur thématique de recherche. En attendant, je vous invite à vous rendre sur le site internet de RTI pour retrouver cet épisode dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité et regarder les photos qui sont en mode diaporama, car cela vaut la peine de voir en photo également la diversité des formes que les tombes peuvent prendre à Taïwan, même s'il ne s'agit bien sûr que d'un tout petit aperçu.车在身，3月赢马祖，4月是清明，5月起。